Bonsoir à tous. À la une de ce journal, un drame déchire toute une famille à Douala. En l'espace de 2 mois, 3 enfants de 6 à 12 ans sont décédés dans des circonstances non élucidées. Et à la surprise générale, la jeune mère de l'une des victimes vient d'être placée en détention préventive à Douala. L'accélération de la procédure d'enquête et d'incarcération suscite une vague d'indignation auprès de la famille. Vous les écouterez en ouverture de ce journal. Le démantèlement tarifaire vient de franchir une deuxième étape dans le cadre de l'APE intérimaire entre le Cameroun et l'Union européenne, s'agissant de l'entrée des produits d'origine de l'Union européenne. Et la lente agonie de l'économie camerounaise se poursuit. On fait le point au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. C'est un drame qui défraie la chronique depuis près de 2 mois. Dans le 2e arrondissement de Douala, en l'espace de 2 mois, 3 enfants de 6 à 12 ans sont décédés dans des circonstances non élucidées alors qu'ils se plaignaient des maux de ventre après avoir ingurgité quelques aliments et des produits laitiers. Ils sont morts en l'espace de quelques semaines et aujourd'hui, l'une des mères des victimes est placée en détention préventive après avoir passé 3 jours en garde à vue avec un bébé de 7 mois. La famille est dans l'émoi. Cette accélération de la procédure d'enquête suscite une vague d'indignation. Des précisions avec Farel Bounia et Julienne Berthebissaille. Ce visage en image est celui de Nicole. Mère de plusieurs enfants, elle a perdu l'un d'eux dans des circonstances encore non élucidées. Sa fille, âgée de 6 ans, est décédée de manière subite. C'était le 30 mai 2017 au quartier Kololoun, à Douala. Celui de 3 ans et 6 ans, c'était le même jour que ça se passait. En l'écart d'un 30 minutes comme ça, les 2 enfants sont morts. Et la petite de 12 ans, pour elle, c'est ce vendredi-ci. Dans l'écart d'un mois, si je pense bien. Elle n'était pas malade, les enfants étaient bien portants. Subitement, les enfants viennent doucement qu'ils ont mal au ventre. Les enfants commencent à baver, font la diarrhée. Bon. Depuis plus de 3 jours, elle est en détention dans une cellule de la police judiciaire à Bonandio-Douala. L'histoire de cette détention aurait eu moins d'effet si elle n'y était pas avec son enfant. La jeune Nicole, âgée de 15 ans seulement, est détenue depuis plus de 3 jours dans une cellule de la police judiciaire avec son bébé de 7 mois. Moi-même, ça me dérange quand je vois l'enfant comme ça, un enfant dans les cellules comme ça, de 7 mois en cellule, 3 jours aujourd'hui. Donc moi-même étant le père, ça me dérange. Et c'est ça qui me dérange encore de plus à cause de l'enfant. Ils m'ont dit de ne plus mettre pied là-bas. La détention de cette mère de 15 ans et son enfant de 7 mois dans les cellules de la police judiciaire inquiète la famille. Une famille qui a vu mourir subitement 3 de ses enfants, âgés respectivement de 3, 6 et 12 ans, alors qu'elle porte le deuil et attend que la vérité émerge sur les circonstances de ce drame. L'interpellation de la jeune Nicole sonne comme un coup de massue. On arrête le petit là avec celle qui a le bébé en main, sont en prison. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas le pourquoi. Rendu à la police judiciaire, des sources confirment que Nicole est détenue avec son fils dans leur cellule, mais celles-ci se réservent de donner leur avis sur le sujet. Au regard de ces faits, l'on se demande si la loi ne prévoit aucune disposition qui condamne la détention d'un enfant en prison. Je vous propose à présent d'écouter l'époux de Nicole, Mathieu, désespéré et anxieux d'avoir assisté impuissant à la mise en détention préventive de son époux, qui devient ainsi la suspecte numéro 1 dans la disparition tragique de ses 3 enfants en l'espace de quelques semaines. Ils sont tous morts dans des circonstances non élucidées. Je vous propose d'écouter Mathieu, l'époux de cette jeune mère placée en détention préventive depuis ce vendredi. Quand je suis revenu maintenant au parquet, j'ai vu maintenant
prison centrale. J'ai commencé à couler là, mais j'ai dit qu'on a fait quoi à Dieu? On perd nos enfants et en même temps, on nous met encore en prison. On a amené madame à Nouvelle. Aujourd'hui, je suis arrivé là-bas, elle m'a dit qu'elle n'a pas vu son nom là-bas, mais on dit que moi j'ai porté plainte contre les gens qui ont tué mes enfants. Je n'ai jamais porté plainte à quelqu'un. Si pour porter plainte là, il fallait que j'ai fini le deuil avant de porter plainte. Je n'ai pas porté plainte. C'est la brigade de Kouloulou qui devait suivre ces enquêtes, mais je n'ai pas posé une plainte à quelqu'un. Le dernier enfant qui est mort, la fille qui est morte là, son père c'est un Bamléké. C'est lui qui a demandé pour porter plainte. On lui a demandé que non, laisse d'abord, ne porte pas plainte, on va d'abord gérer, après tu viens porter plainte. Il n'a même pas encore porté plainte. Elle part à Nobel là par rapport à quoi? C'est ma femme à moi. C'est ma femme. Si elle va tuer les enfants là pour gagner quoi? Quand on est venu le porter, on a remis le bébé à sa grand-mère. Maintenant le bébé a les problèmes de protéines, la santé, tout. Et le bébé est gravement malade et madame même avec sa petite sœur même sont malades même là-bas. Donc maintenant là, demain je dois acheter les antibiotiques, tous les remèdes pour aller encore donner à prison. Vous avez suivi l'inquiétude de l'époux de cette jeune mère placée en détention préventive à la prison centrale de Newbel. Un autre présumé, complice cette fois-ci d'un groupe de malfrats, est lui aussi gardé à vue à Ebolova. Il est accusé d'avoir participé à un cambriolage dans une grande boutique située dans la capitale régionale du Sud. Des précisions avec Roger Takala et Julingue Nyondé. Du riz, des sardines, boîtes de conserve, détergents, téléviseurs, ventilateurs et autres appareils ménagers. Voilà ce qui constitue, pour l'essentiel, le butin emporté par les hors-la-loi dans une boutique à Ebolova, dans la région du Sud. Ce jeune homme, présenté comme l'un des présumés voleurs, la vingtaine sonnée, médite désormais sur son sort dans les locaux de la division régionale de la police judiciaire du Sud. Selon les témoignages, il aurait vidé les chopes du nommé Kenny Guy Bertrand dans la nuit du 2 août dernier. Je me suis rendu à la boutique, j'ai trouvé qu'on avait déjà cassé la porte, forcé la porte. Bon, une fois dedans, j'ai trouvé que les comptoirs étaient pratiquement vides. Bon, sur l'aide d'un petit du quartier, puis j'ai demandé c'était autour de quelle heure. C'était ruiné, il a vu les gens placés avec les marchandises dans le sac. Bon, depuis hier dans la soirée, on ne fait que lui supplier qu'il aille nous montrer. Simplement la maison, il ne sera pas impliqué. Ça là, il est filé en manga. Nous montrer la maison du voleur même en question. Constatant le cambriolage de sa boutique, il n'hésitera pas à alerter les forces de maintien de l'ordre pour une enquête. Et c'est ainsi que de fil en aiguille, le présumé voleur sera démasqué. Oui, les marchandises, on a trouvé en bas du lit parce que c'est une grande maison, peut-être à 4 pièces. N'importe quelle chambre avait sa part de marchandises séparées. Les appareils étaient dans leur chambre. La marchandise en question, les spaghettis que vous voyez et les huiles, étaient versées en bas de son lit et de sa table. Et les autres, les télévisions, on a retrouvé dans le champ déposé derrière la maison. Le jeune homme incriminé nie tous les faits qui lui sont reprochés. Je ne suis pas voleur, je suis juste célèbre. Le bout de Dieu, ça avance. J'ai réussi à 2 hommes. Oui, à 2 hommes que je maîtrise. Je ne connais pas leur nom, mais que je connais. Là, je le dis, je peux aider à la police à les récupérer. L'enquête se poursuit. C'est une fin de semaine particulièrement sanglante sur les routes du Cameroun. D'abord, ce carnage est survenu dans la région de l'Ouest où un grave accident de la circulation s'est produit à Mbou, Bandjoun. Cet accident a fait 7 morts, une quarantaine de blessés. Un gros porteur d'une agence de voyage parti de Yaoundé pour Bafoussam, pour Bandjoun, a été fauché par un camion aux environs de 5 heures. Des sources sécuritaires relatent que le conducteur du camion impliqué dans cet accident fuyait justement un contrôle de police à l'entrée de la ville de Bafoussam. Il a refusé de s'arrêter au poste de police, roulant donc à vive allure. Il est entré en collision avec le bus gros porteur d'une agence de voyage. Les blessés sont sous soins intensifs à l'hôpital régional de Bafoussam. Ils ont reçu la visite du gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonka Augustine, est allé s'enquérir
de la situation. Un autre accident de la circulation a fait un mort à Douala. Un conducteur de mototaxi littéralement écrasé par un gros porteur ce matin au quartier Aquanor dans le 1er arrondissement de Douala. Selon des témoins, le conducteur de l'engin à 2 roues aurait voulu se frayer un chemin trop près du camion-citerne. C'est alors que son parasol de la moto s'est accroché au camion et qui a été traîné sur plusieurs mètres. Le chauffeur de la moto et son passager, selon les dernières informations. Restons à Douala où de vives tensions ont été observées dans le 5e arrondissement de la ville. Les habitants du bloc 9 à Makepe-Misoke sont aux abois. Ils dénoncent une tentative d'expropriation sur leurs terres évaluée à près de 12 000 mètres carrés qu'ils occupent depuis bientôt 30 ans. Une injonction de l'autorité administrative qui est la conséquence d'une décision de justice rendue en leur défaveur. Reportage Sylvestre Hippolyte Zangaou. Pancarte en main, regroupés comme des combattants, ces habitants du bloc 9 au quartier Makepe-Misoke à Douala crient leur désespoir. Installés ici depuis plus de 20 ans, ils ont reçu mardi dernier la visite du sous-préfet de Douala 5e, qui les somme de quitter les lieux. Cette descente de l'autorité administrative est conséquente à un litige foncier qui oppose ses habitants à un particulier devenu propriétaire de ce site de 4 975 mètres carrés. Nous sommes entrés dans ce quartier. Depuis 2000, il n'y avait même pas la route pour entrer dans le quartier. Nous, on a porté la tête sur la tête pour marcher sur le roue avant d'aller verser. Je suis aussi aujourd'hui comme ça, mon cœur est tout fini. À cause de porter la terre tous les jours. Les petits enfants de 2 ans ont aussi ramassé la terre pour remplir le terrain. Aujourd'hui, on vient nous arracher le terrain comme nous n'avons rien à y voir. Comme le terrain est pour les autres. Alors qu'en achetant, en payant ce terrain, nous avons payé chez la famille Msongo. Ils nous ont dit que c'est une zone verte, que cette zone n'a pas droit à faire le titre foncier. Nous étions étonnés qu'en 2012, on est venu nous dire que le terrain est titré. Et nous n'avons pas su comment on a fait pour donner le titre foncier. Alors comme les familles Msongo nous ont dit qu'il n'y a pas, que c'est une zone verte, on ne titre pas le marécage. Donc nous sommes dépassés. Nous supplions, s'il vous plaît, les autorités qui sont devant, aidez-nous. Aidez-nous. Quand on va nous casser lundi, on ne sait même pas où aller. Jean-Marie Tchakui, le sous-préfet de Douala 5e, affirme que sa rencontre avec les habitants du bloc 9 de Makepe-Misoke vise à les interpeller sur l'urgence de respecter la décision de justice rendue en faveur du nouveau propriétaire de ces terrains. Depuis plusieurs années, depuis plusieurs mois, ils étaient régulièrement notifiés par exploit d'huissier, eux tous. Et j'y suis descendu simplement dans une dernière explication pour leur faire comprendre qu'il n'y a plus rien à faire, ils doivent simplement partir. Et ils font semblant d'être surpris, mais ils sont parfaitement au courant de la situation. D'ailleurs, monsieur le préfet du département du Vouvray a déjà signé une réquisition à force publique pour assister l'huissier qui suit la procédure. À 3 jours de leur déguerpissement forcé, les habitants du bloc 9 de Makepe-Misoke restent cloués par le désespoir dans leurs maisons qui ne seront bientôt que des décombres. Un autre épineux problème, à 1 mois de la rentrée scolaire au Cameroun, des parents d'élèves ne se bousculent pas encore pour l'achat des fournitures scolaires. Les libraires se tournent les pouces entre les rayons de papeterie. C'est le constat que font François Dikoumé et Flavien Valondongo dans ce reportage. À Douala, des librairies et autres espaces marchands sont désormais aux couleurs des manuels scolaires. Seulement, la marchandise attend désespérément acheteurs. C'est encore timide. C'est encore timide. Très timide même. Comme vous voyez là, il n'y a pas d'influence. Même les listes déjà, vous voyez, c'est calme, tout est calme pour l'instant. C'est vrai qu'il n'y a pas encore d'influence. De près, les rayons manquent d'espace. Presque tous les accessoires sont disponibles pour garnir le cartable d'un apprenant. On a déjà des cahiers de 32 pages à 288 pour les cahiers Afrique, 300 et 400 pages en format, petit format et grand format. Et on a également les cahiers des anglophones. Oui, les bics, les crayons, les gommes, les cols, les couleurs, les gouaches, tout, de la maternelle au secondaire carrément. Des salles de classe ne sont pas en reste, malgré l'indisponibilité de livres scolaires. Beaucoup de parents même qui devaient inscrire
afin de venir prendre les prix ou bien faire les achats des fournitures scolaires. Ils n'ont pas de liste dans les écoles. Nous attendons plus que nous attendons la liste pour essayer de programmer les achats. Vous savez qu'aussi il faut savoir les prix sur le marché et savoir comment se comporter quand on fait les achats. Les libraires pointent un doigt accusateur sur les chefs d'établissement qui continuent de retenir la liste de ces manuels au programme en dépit de leur publication par les ministres en charge de l'éducation au Cameroun. Au-delà de l'absence des parents dans les librairies, les vendeurs espèrent un changement de la donne dans les jours à venir. On espère. C'est la rentrée scolaire, tous les enfants vont aller à l'école. On a foi que d'ici le 15 jusqu'à la rentrée, ils vont venir en grand nombre. À environ un mois de la rentrée scolaire, les parents ne se bousculent pas pour l'achat des manuels scolaires à Douala. Et les nouveaux manuels scolaires inscrits au programme se font rares. Dans la librairie, les éditeurs sont pointés du doigt et des parents estiment que c'est un véritable casse-tête face à ce changement inattendu, selon des parents d'élèves, des programmes et des manuels scolaires pour la prochaine rentrée 2017-2018. Des précisions dans ce reportage signé Étienne Pascal Azégué. Difficile pour les rares parents, trouvés dans une librairie située au lieu-dit Douala-Bar, de trouver un livre qui est contenu dans la liste officielle des manuels scolaires rendue publique par le ministère des Enseignements secondaires pour l'année scolaire 2017-2018. Ici, les étals sont encore pour la plupart achalandés de l'ancien stock. Présentement, c'est le manuel de l'année passée, de l'ancien stock que nous ayons en rayon. Nous ne sommes pas encore en possession de la liste définitive dont je n'ai pas encore cette information. La raison de cette carence est toute trouvée. Pour les livres francophones, les éditeurs camerounais ont mis beaucoup de livres au programme, mais n'arrivent pas à produire ces livres. Et l'approvisionnement pour ces livres devient difficile. Certains parents d'élèves expriment toute leur surprise quand on leur parle de l'existence de nouveaux manuels scolaires pour la nouvelle année. Je serais contraint d'acheter un nouveau livre. Si c'est le cas, vraiment, je pense que ça serait pas vraiment regrettable. Je ne sais pas comment je ferais pour me débarrasser de ce que j'ai acheté. La liste officielle des manuels scolaires rendue publique par le ministère de l'Enseignement secondaire pour cette année a pourtant été signée au mois de juin, d'où toute la grosse interrogation que se posent les parents d'élèves. Bon, et les anciens que nous avons eu l'année passée là-dedans, c'est inutile maintenant, c'est plus changeable. Pour moi, ce n'est pas compréhensible qu'après avoir obtenu une liste de livres après inscription dans l'institution scolaire, on obtient une autre liste qui vient du ministère. Ça va se faire avant, peut-être même au mois de janvier pour la rentrée suivante. Libraires et parents d'élèves devraient encore prendre leur mal en patience en attendant que les différents fournisseurs puissent se manifester. Dans l'actualité ce vendredi, le démantèlement tarifaire franchit sa deuxième étape avec l'entrée de nouveaux produits d'origine européenne au Cameroun et c'est la lente agonie de l'économie camerounaise qui se poursuit selon des analystes économiques. Reportage Innocent Abega et Sylvestre Hippolyte Zangao. Les produits concernés par cette deuxième phase de l'accord étape se recrutent dans l'agroalimentaire, les produits pharmaceutiques, les produits chimiques et les véhicules d'occasion. Le large éventail englobe 917 produits européens qui bénéficient de 15% de frais de douane en moins à partir de ce 4 août 2017. L'accord d'étape dont il est question aujourd'hui traite justement de la création d'une zone de libre-échange entre l'Union européenne et le Cameroun. Ça veut dire quoi? Un espace économique dans lequel les biens et les articles des deux pays doivent pouvoir circuler en exonération de droits de douane. Ça veut dire que progressivement, les produits de l'Union européenne qui seront admis à entrer sur le marché camerounais et inversement ceux du Cameroun qui iront sur les pays de l'Union européenne devront bénéficier d'un dégrèvement, d'un allègement des droits de douane, mais c'est un démantèlement qui est naturellement progressif. Si l'effectivité de la seconde phase de ces accords de partenariat économique peut réjouir les importateurs des produits concernés au niveau des douanes camerounaises, le manque à gagner est important. En même temps, certains importateurs bénéficient
des droits des produits un peu moins chers. En fait, plein de produits vont coûter un peu moins cher, mais rapporteront naturellement beaucoup moins aux caisses de l'État, qui lui-même aujourd'hui peine massivement à trouver des financements pour terminer ses projets structurants, etc. Parce qu'en fait, il y aura donc moins de droits de douane appliqués sur ces produits, ce qui devrait être à l'avantage du consommateur. Même si, d'un autre côté, on peut se dire, ben écoutez, ça pourrait peut-être étouffer l'industrie locale qui est naissante, qui voudrait également se déployer sur les mêmes secteurs, notamment l'agroalimentaire. Le démantèlement va se poursuivre jusqu'en 2029 et se fera sur la base d'une fréquence lente, étalée sur une durée de 7 ans, suivant un respect progressif du droit de douane à 15% par an. Une question tarot de l'esprit de nombreuses féministes. Pourquoi le leadership féminin et la participation active à la vie politique intéressent très peu de femmes camerounaises? Certaines expertes pensent qu'il s'agit d'un manque de conscience, mais aussi d'un manque de croyance en leurs propres capacités. Un séminaire est organisé à cet effet dans la capitale économique du Cameroun pour faire prendre conscience aux femmes de la capacité à s'engager dans le leadership féminin, mais aussi dans la politique. Reportage, Étienne Pascal, Azégué. La promotion des femmes au poste de responsabilité à compétences égales avec celle des hommes reste faible au Cameroun. Tenez par exemple sur le plan politique, sur 280 postes au Parlement, seulement 65 reviennent aux femmes, soit 54 à l'Assemblée nationale et 21 au Sénat. Il y a donc urgence à ce que les femmes prennent conscience pour les échéances à venir au Cameroun. Oui, c'est une priorité d'encourager les femmes non seulement à s'inscrire sur les listes électorales, mais de prendre les devants, comme je vous disais, donc pour celles qui peuvent convaincre, qu'elles puissent être tête de liste, pourquoi pas, et se faire et convaincre. L'agente féminine propose elle-même quelques stratégies qui pourront permettre à changer la donne en 2018, année électorale au Cameroun. Et ce qu'on peut leur suggérer, c'est de se battre avec les mêmes armes que les hommes, bien sûr, mais d'essayer davantage de tenir compte de leurs atouts. Il faut que chaque personne se soumette aux petites diligences à faire. Ça veut dire aller également présenter sa carte le jour du vote, aller voter. Conscient du fait que la route vers l'égalité des genres dans tous les domaines de la vie nationale au Cameroun soit longue, des points focaux genre sont mieux outillés dans la région du littoral. Les points focaux genre sont d'abord des leaders, ce sont des interfaces entre le ministère et puis leurs différentes structures. Mais ça n'empêche que pour celles qui animent aussi des associations qui forment, qui mobilisent d'autres femmes, le message est passé pour amener les femmes à s'inscrire davantage sur les listes électorales. Seule l'échéance électorale de 2018 nous permettra d'apprécier si oui ou non les femmes ont réellement pris leur destin en main. Aucune femme, en tout cas, n'était candidate pour l'élection présidentielle qui s'est tenue au Rwanda. L'on note que quelques 6,9 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour choisir le futur président. Et l'actuel président sortant, Paul Kagame, part bien sûr favori. Des précisions avec Gladys Sidier dans ce reportage. Pour cette élection présidentielle, Paul Kagame, le président sortant, a 2 challengers dont les candidatures ont été retenues par la commission électorale. Frank Habineza du Democratic Green Party et Philippe Paimana, candidat indépendant. Selon la constitution rwandaise, Paul Kagame, au pouvoir depuis 1994, n'était pas censé briguer un 3e mandat en 2017. Mais une révision constitutionnelle opérée par son parti en 2015 et approuvée par référendum malgré les critiques, a ouvert la voie à sa réélection cette année et potentiellement à son maintien au pouvoir jusqu'en 2034. Près de 7 millions d'électeurs inscrits ont à départager les 3 candidats en lice pour ce scrutin présidentiel. Si le vote n'est pas obligatoire, il est du moins fortement encouragé. Les Rwandais de la diaspora se sont eux aussi pressés dans les isoloirs pour départager les 3 candidats. Ils ont voté jeudi avec pour la plupart un choix déjà bien arrêté. Tous évoquent le génocide de 1994 et ont un désir, la poursuite de la stabilité au Rwanda.
Les 2343 bureaux de vote repartis à travers le pays ont fermé à 15 h. Les résultats provisoires ne devraient pas être annoncés avant samedi. Comment s'est déroulée cette journée de vote au Rwanda avec le président Paul Kagame et ses différents challengers? On voit tout cela avec nos confrères de ReNews. Près de 7 millions de Rwandais ont voté ce vendredi pour une élection présidentielle sans grand suspense. Le chef de l'État sortant, Paul Kagame, du Front patriotique rwandais, est archi-favori. Il a déposé son bulletin dans l'urne ce matin dans une école du centre de la capitale, Kigali. Ces deux adversaires se sont aussi rendus aux urnes. Il s'agit du candidat indépendant Philippe Mpayimana et de Franck Habineza, ici à l'écran, représentant du Parti démocratique vert, la seule formation d'opposition tolérée. Ces deux candidats sont des quasi-inconnus du grand public et ont bénéficié de moyens dérisoires durant la campagne. Certains bureaux de vote ont vu se former de longues files d'attente à leurs portes. Les résultats ne sont pas attendus avant ce samedi. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Restez sur Equinox Télévision pour suivre le plus grand rendez-vous de l'économie consacré cette fois-ci à l'exécution du budget d'investissement public au Cameroun, mais aussi les dysfonctionnements de la décentralisation dans l'un des départements les plus enclavés du Cameroun, le département du Nkam, avec comme invité le maire de Yabassi qui dénonce justement l'abandon de l'arrière-pays au Cameroun. Il est l'invité de Tendance économique à suivre juste après ce journal. Bonne soirée sur Equinox Télévision.